les Européens d'Algérie ont été convoqués pour servir de troupes territoriales de réserve à l'armée française pour libérer les soldats français pour d'autres tâches, c'est-à-dire pour garder des ponts, des barrages, etc., contre les éventuels attentats du FLN. Et donc, à la fois celui qui devait devenir mon père adoptif et mon père naturel ont été convoqués l'un et l'autre, évidemment, dans les unités territoriales, puisque tous les hommes entre 20 et entre 20 et 60 ans, je crois, jusqu'aux limites du service militaire, puisque mon père adoptif était officier de réserve dans l'armée, il avait déjà plus de 50 ans quand ces unités territoriales ont été constituées, et il a été rappelé. Alors c'était 2 ou 3 jours par semaine, un peu plus quand vous étiez un peu plus jeune, où vous assuriez la garde de votre quartier, ou la garde d'un pont, ou la garde de... Voilà, vous y passiez une nuit. Voilà. Et en fait, ce dont je me souviens, c'est d'avoir accompagné mon père à un barrage. Il se rendait en civil, bien entendu, avec déjà la petite 4 chevaux, donc ça devait être vers 1959, à l'endroit où il devait rejoindre son unité militaire. Et puis là, il mettait rapidement son uniforme et il se retrouvait soldat pour un jour ou pour 2 jours pour garder tel ou tel point supposé stratégique. Les grands patrons, c'était des Français. Et les petits, comme nous, c'était des ouvriers. On travaillait tous ensemble. Tout ça faisait un curieux mélange, c'est-à-dire à la fois un patriotisme français exalté par la guerre d'Algérie, un attachement à la France exalté, et des rapports un peu difficiles avec cette entre guillemets invasion d'administrateurs efficaces, d'ailleurs sympathiques, de militaires aussi bien sûr, il y avait beaucoup de militaires, mais tout de même très très français. Est-ce qu'il y avait des Algériens aussi dans l'administration? Il y en a. Dans l'administration, non, pas beaucoup. Peut-être quelques-uns, comme les pointeurs, comme des secrétaires, ou sinon, c'est pour les pointeurs, des ouvriers. Même le pointage, il y avait des contremaîtres, c'était même des Espagnols et Français. Quand l'Arabie يسوى معهم يسوى خدام الفاسه ولا صابته ولا صوالحه قليل اللي دخل ولده كما نقولوا يقراو شويه من تالي ولا دخل ولادهم كما نقولوا يديروا بوينتر عند رومي هكا ولا بوينتر. En fait, les équipes de football musulmanes existaient, bien sûr. Elles étaient tout de même moins nombreuses, et surtout, mais c'était un caractère général à cette société, on peut dire que chaque communauté, chaque quartier en tout cas, était assez nettement distingué et séparé. Chacun avait son équipe de football. Par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'habitais à Oran, les quartiers de Delmonte et Saint-Eugène. Delmonte n'avait pas d'équipe de football, mais Saint-Eugène en avait une, qui étaient des quartiers à peu près exclusivement espagnols. Et c'était ces immigrants d'origine espagnole qui se regroupaient dans l'équipe de Saint-Eugène. En revanche, il y avait des équipes musulmanes, la plus célèbre étant l'USMO, l'Union sportive musulmane oranaise, l'USMO, USMO. Parce qu'il y avait des joueurs arabes mieux que les Français, alors ils les mettaient. C'était obligé. Ils avaient une équipe. Et c'est tout mélangé. Les photos تاع les équipes كانوا كاينين عنده واحد راحوا كان مخلطة كاع هكا تصويرة كومبلي. Les photos des anciens footballeurs. Des anciens footballeurs. J'ai un mec, mais il les a perdus. D'accord. C'est des anciens footballeurs, il y en a, tout mélangé. Dans les petits villages, ils sont tous mélangés.
Ils jouaient ensemble. Dans les Il y avait villes, pas non. de- Dans les villes, ils achetaient un, deux arabes avec eux. Ces scènes de repas nous le montrent. Il y avait des occasions où il était possible de se rassembler, j'en ai souvenir. Dans la cour où nous vivions, il y avait une majorité, comme je vous l'ai dit, de population d'origine espagnole, mais il y avait aussi une vieille dame musulmane avec laquelle ma grand-mère entretenait des relations à la fois de confiance et professionnelles, parce que la vieille dame en question était cartomancienne, diseuse de bonne aventure, et qu'il est toujours bon de connaître l'avenir. Donc ma grand-mère la consultait régulièrement, mais elle y allait pour d'autres raisons, tout simplement d'amitié, de langue aussi. Elle recherchait spontanément la compagnie quotidienne d'une femme avec laquelle elle pouvait parler l'arabe. Sa langue maternelle, en fait, c'était l'arabe, ou un judéo-arabe, qui faisait que dans ce quartier espagnol, elle n'était pas très à l'aise, parce qu'elle ne parlait pas l'espagnol. Les Espagnols, eux, ils venaient manger chez nous, nous on allait manger chez eux. C'était des amis de votre famille. C'était pour rien, c'était pour rien, c'était pour rien. Eux, ils étaient pauvres et nous autres, on était plus pauvres qu'eux. On mettait notre déjeuner comme ça. Il y avait beaucoup d'Espagnols qui mangeaient comme nous. Le pain d'orge, le pain du blé. Avant, c'était pétri à la main. Tu vois? Alors, le pain était cher avant. Et nous autres, tous les pauvres, on prenait des sacs de farine, on le moule chez le moulin, et après, on fait du couscous, on fait du pain, on fait des galettes, on fait tout ce que tu veux. Ça, c'est intéressant parce que la qualité des costumes, en particulier de la peau du loup et de la peau de l'agneau, ça fait penser que, en ce temps-là, mais c'est sans doute vrai en Algérie comme en France, on faisait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on achetait beaucoup moins du tout confectionné et que on faisait énormément de choses. Je me souviens de mon frère fabriquant, par exemple, des crèches à Noël. Chacun pouvait fabriquer ou essayer de fabriquer sa propre petite crèche avec des personnages de bouts de bois et du vieux du papier un peu dur, du papier d'emballage, ou bien fabriquant des joueurs de football pour organiser son propre jeu. Mon frère avait un véritable talent sur ce point, en utilisant ce qu'on appelait des platicos, c'est-à-dire tout simplement des bouchons, alors très nouveaux, relativement nouveaux, de bouteilles de Coca-Cola ou de limonade. Le Coca-Cola était chose très neuve à l'époque. Enfin, c'était arrivé après la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était encore une boisson de luxe, quasiment. On offrait du Coca-Cola, je sais qu'on a offert du Coca-Cola après quelques brillants résultats scolaires, c'était rarissime encore. Donc voilà, c'était une société encore très pauvre, justement, qui faisait beaucoup de choses. Les garçons, tous mélangés. Filles, garçons mélangés. Les filles et les garçons, tous mélangés. Avant, avec les Français, on n'était pas beaucoup. Ici, on n'était pas beaucoup. S'il y avait une centaine, c'est tout. Et les Français, il y avait peut-être 300, 400 dans les villages, parce que là, tous ceux qui venaient après, ils étaient dehors, dans la tribu, dans le Douar en haut aussi. Ils viennent comme on dit, de la tribu. Alors on les laisse pas mélanger. Ils n'ont pas confiance. Tant qu'ils n'ont pas passé 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans ici, ils les mettaient en classe dehors.
La colline qui dominait la ville, la colline de Santa Cruz, comme on l'appelait alors, enfin comme on l'appelait à Oran, c'est-à-dire dans cet accent qui n'est ni complètement espagnol ni complètement français, c'est entre les deux. Hein. On dit Santa Cruz, pas Santa Cruz, et encore moins Santa Cruz, évidemment, ce serait terrible. C'est là qu'on se retrouvait. Et en grande partie, c'est vrai que c'est une forme de l'identité, c'était une forme de l'identité de la ville, en particulier de son identité espagnole, qui était d'autant plus forte que la ville avait été occupée. C'était un presidio espagnol, c'était une garde espagnole sur la côte du Maghreb entre 1509 et 1792. Donc cette colline de Santa Cruz était surmontée d'une statue de la Vierge, une statue de la Vierge qui avait été installée à l'occasion d'une peste. Vous êtes là dans un monde encore très ancien, presque d'ancien régime, hein, dans les années 1800, c'était une épidémie de choléra en fait, dans les années 1850, autant que je me souvienne. Et cette statue de la Vierge de Santa Cruz était quasiment, c'était la patronne de la ville et l'incarnation, l'identification de la ville, au point qu'elle a été déplacée à l'indépendance jusqu'à Nîmes, où un pèlerinage s'est tenu pendant plusieurs dizaines d'années. Je ne sais ce qu'il en est maintenant. Je ne suis pas dans la religion, non. Mais dans l'église là-bas, nous attendons la mosquée à eau. d'accord. Il n'y avait pas de mélange dans les fêtes, vous n'étiez pas les voir. Dans les fêtes, non. C'était défendu d'abord. Ouais. Une Française qui se marie avec un Arabe. Ils avaient défendu tous les Français, soit espagnols, soit de n'importe quelle religion, pourvu qu'ils soient catholiques. Et notre religion, elle ne veut même pas cette religion. Avec les Français, on s'entendait pas. Chacun sa clientèle. La pêche était une passion, véritablement. Je crois que tout le monde pêchait dans cette Algérie-là. Je pense que comme la plupart des activités de mer, c'était un peu une activité identitaire. Bon, on venait de province d'Espagne, sans doute, qui était assez pêcheuse, mais je crois qu'en Algérie, le thème, l'envie de la pêche était démultiplié. La pêche de nuit, sur les petits lamparos, c'est-à-dire les barques éclairées simplement par une petite lampe. Et puis la pêche au grand matin, mes souvenirs, puisque mon oncle était un grand pêcheur et que j'accompagnais souvent, non pas pour l'intérêt que j'avais pour la pêche, parce que malheureusement je ne pratiquais guère, mais l'intérêt que j'avais pour lui, je l'aimais beaucoup. Mon souvenir, c'était des levées à 4 heures du matin, comme pour la chasse, hein, que j'ai connue un peu plus tard avec mon beau-père en Auvergne, mais là c'était le plaisir de la pêche, avec le bromage. Ce qu'on appelait le bromage, c'était l'ensemble généralement assez malodorant, il faut bien dire, dont on se servait de vieille nourriture, si j'ose dire, dont on se servait, on balançait à la mer avant la pêche pour attirer les poissons. Les Pieds Noirs, ils allaient beaucoup à la plage, à la mer. Tous Et tous les Français. vous étiez avec eux? Non. La terre? Ça mélangeait pas. Non. Ils avaient des cabanons là-bas achetés et tout. Des cabanons. Ouais, des cabanons. Oui, des cabanons au bord de la plage. Ils bâtissaient un cabanon, ils avaient un cabanon, أنا كنت صغير ونقعد معاهم بس ما يخلوك في الرقاد نمشوا للتيراس كابانو اللي فيها كبر الرملة تشد على بدينا ديار الفوق دايرين دي بيلي هو لا تيراس les deux chambres ou trois, ils avaient 2-3 chambres, c'est tout. Alors ils allaient, nous autres on dormait dehors, par terre, sur des sacs ou sur des cartons aussi. On passait la fête un jour ou deux, du 14 juillet, du 14 août. Au plus, c'était le 14 août. La mer, c'est 14 fêtes. Ouais, ils ont plus de 14 août, ça va arracher. Plus de Mon souvenir de vie quotidienne,
c'est une profonde méfiance à l'égard du soleil et de la chaleur, quoi. Je me souviens d'été, parce que c'était la période des vacances, donc la période où le temps s'allongeait, puisqu'on n'avait pas de devoirs, on n'avait pas de classe, et je me souviens j'allais dire, de journées presque interminables. Le grand moment, c'était les jeux de platicos dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les bouchons de bouteilles, où on jouait au Tour de France, ou bien on faisait des matchs de football avec ces platicos, ou bien précisément écouter à la radio, il n'y avait pas de télévision, écouter à la radio le Tour de France, qui était une passion, j'allais dire pas nationale, mais locale aussi, dans des appartements complètement sombres, absolument noirs. Tous les volets étaient fermés, il n'y avait rigoureusement aucune lumière. On voyait le soleil, avec sa force monstrueuse, essayer de percer à travers les persiennes précisément, et les fenêtres qui étaient ouvertes par ailleurs, ou fermées pour essayer de garder la fraîcheur. J'ai profondément le souvenir finalement d'un pays noir, d'un pays sombre, d'un pays d'ombre, si vous préférez. Ce qui était le contraire du discours affirmé, je crois. Le discours affirmé, c'était « nous sommes des hommes de soleil », ou des femmes de soleil, et de mer. Je crois que ce n'était pas tout à fait vrai, en fait. Alors, il y avait la peur, comme pour nous, comme pour eux. D'accord. Alors, moi, il y a plusieurs Français, parce que ça, c'était pas ma maison la première. Ma maison, c'était là-bas-haut. C'était plus loin. Plus loin. Et tu ne pouvais pas parler, premièrement. La mitrailleuse dans le panier. Alors, tu peux parler. Hein? Tiens, Madame Ali faisait contre l'insolation, elle avait des remèdes extraordinaires. Vous savez, enfin, moi je ne l'ai jamais vécu, mais mon oncle, qui est mort il y a quelques années, me jurait l'avoir vu de ses yeux, c'est-à-dire qu'au prix de quelques formules magiques, on mettait un seau d'eau sur la tête de l'enfant qui avait été frappé par une insolation, l'eau se mettait à bouillir et l'insolation était terminée.